pour manifester tout mon respect, mon humilité en venant ici à Doneva. J'ai apporté un petit geste pour dire que ici, je ne suis pas chez moi, je suis chez vous. Et je viens avec un grand bonheur, beaucoup de joie, pour partager cette soirée avec vous. Ce petit geste, c'est un petit livre que j'ai écrit sur Maurice Lénard. Et ce personnage qu'on va évoquer ce soir m'a tellement marqué, m'a tellement impressionné que je veux vous en faire cadeau. Voilà, c'est un geste pour vous, Monsieur le Président, que je vous remets avec beaucoup de gratitude. Bon, parce que vous connaissez un peu la coutume de chez nous. Voilà. C'est un petit geste déjà pour vous répondre et vous accueillir aussi au sein de l'établissement de Doneva. Voilà, ce que je sais déjà, c'est que vous avez déjà travaillé à l'époque à Tocamo. C'est bien parce que vous avez déjà une certaine connaissance de l'école de Doneva. Et merci à vous de vous être déplacé de loin, de venir partager un moment ici sur Maurice Lénard. Parce qu'ici, Maurice Lénard a été un grand monsieur pour nous ici dans le pays, ici à Guadeloupe. Et je voudrais seulement juste vous remercier pour s'être déplacé ici, dans le petit geste. Voilà. Et merci. Oui. Merci beaucoup. Juste un mot à dire. Voilà, c'est une nouvelle soirée qui s'ouvre devant nous pour une conférence prévue, je dirais, de très courte date, parce qu'on a l'honneur et la joie d'accueillir Frédéric Rognon, qui est professeur de philosophie à la faculté théologique de Strasbourg, qui est également venu dans le cadre de la CEVA, qui est la communauté évangélique d'action apostolique, car le PKNC, l'église protestante de Kanaki Nouvelle-Calédonie, et les églises de France tissent des relations étroites, et c'est dans ce cadre que M. Frédéric Rognon est venu. Donc il est également docteur en ethnologie. Et nous sommes très heureux de l'accueillir ici, parce qu'il a accepté avec beaucoup de joie de venir parler de ce livre et d'effectuer donc cette conférence sur Maurice Lénard et précurseur du destin commun. Donc l'association de réhabilitation du patrimoine, merci Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président de me donner la parole pour vous accueillir, parce qu'on essaye donc depuis près de 2 ans maintenant d'avoir des cycles de conférences pour que l'on puisse ensemble ici à débattre non seulement sur Nouméa ou sur Koné, mais aussi sur la côte Est et sur la commune de Wailou qui est chère à notre cœur. Donc nous sommes jusqu'à 19h ensemble et il y aura donc une conférence suivie d'un débat avec vos questions qui seront pertinentes, je n'en doute pas. Donc merci encore à l'association et puis merci à Frédéric Rognon, qu'on connaît depuis longue date parce qu'il a été professeur de philosophie au lycée de Docamo. Et bien sûr, il a été remplacé par le premier professeur de philosophie kanak, le regretté pasteur Ben Umboui. Voilà. Sur ces paroles, merci Frédéric et puis bonne conférence. Merci à Monsieur le Président et aux organisateurs de cette soirée. Et merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présents, d'être venus ce soir. Merci également à ceux qui nous regardent sur leurs écrans de télévision. Merci d'être là pour évoquer la figure d'un homme qui, je dirais, nous donne à vivre et nous donne à espérer. C'est un homme qui nous laisse un héritage tout à fait important pour notre avenir. C'est paradoxal parce que c'est un homme qui est mort déjà depuis un certain temps. Il est mort en 1954, mais je vais essayer de montrer qu'il est, en tant que précurseur du destin commun, il est un homme du XXIe siècle et qui a quelque chose à nous dire de très pertinent encore aujourd'hui.
Tout d'abord, je précise que je n'ai pas connu Maurice Lénard. Il est mort en 1954, je suis né en 1961, pas pu le connaître. Mais j'ai bien connu un certain nombre de personnes qui l'ont bien connu. Je suis en quelque sorte l'homme qui a vu l'ours, si vous voulez. Et j'ai bien connu en particulier son fils, Raymond Lénard, et c'est par le biais de son fils que je me suis intéressé, que j'ai découvert et que je me suis intéressé à la figure de Maurice Lénard. Donc je vais peut-être évoquer ceci, expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre, comment j'ai découvert cette vie et cette œuvre de Maurice Lénard tout à fait exceptionnelle. Il se trouve que Raymond Lénard, l'enfant aîné de Maurice Lénard, qui est né ici à Doneva en 1903, était pasteur, il était le pasteur qui a marié mes parents et qui m'a baptisé. Alors je ne m'en souviens pas, j'étais bébé, mais voilà, c'était le pasteur de la famille. Et le lien était resté, même quand nous avons déménagé, quand mes parents ont déménagé. Et un jour, je pense en 75, 76, donc il avait déjà 72 ou 73 ans, il passe à la maison et il dit à mes parents qu'il prépare pour 78 un voyage en Nouvelle-Calédonie pour célébrer le centenaire de la naissance de son père, missionnaire, qui était né en 1878. Intéressant, 1878, c'est l'année de la révolte kanak et c'est l'année de la naissance de Maurice Lénard. Et comme j'avais 14-15 ans, mais je voulais m'orienter vers des études d'ethnologie, j'ai tendu l'oreille et j'ai vraiment été intéressé par le projet de ce voyage. Et il m'a dit, si tu veux, je t'emmène dans mes bagages. Et donc, à 16 ans et demi, je suis venu pour la première fois, donc ça fait 40 ans, 78, 40 ans aujourd'hui, je suis venu ici à Doneva, alors que j'étais un tout jeune homme, 16 ans et demi. Et j'ai découvert et la Nouvelle-Calédonie et Maurice Lénard. Et j'ai découvert la Nouvelle-Calédonie à travers Maurice Lénard. Il y a pire comme grille de lecture, comme prisme. Je trouvais que c'était une très bonne porte d'entrée pour découvrir l'histoire de ce territoire, l'histoire à la fois tragique, et puis l'histoire de la mission, l'histoire de l'évangélisation. Et je suis tombé amoureux de ce territoire, j'ai découvert la richesse, la profondeur de la culture kanak en particulier. Et je n'ai eu de cesse ensuite de vouloir revenir. Alors je suis revenu ensuite en 1982, et puis en 1986, et là je suis resté 4 ans, puisque j'étais professeur de philosophie au lycée d'Okamo, de 86 à 89. Et depuis 89, je ne suis plus revenu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un jour historique pour moi, je suis très ému d'être ici à Doneva, 30 ans après mon départ, 29 ans après mon dernier départ, et puis 40 ans après ma première venue ici. Voilà par quel biais j'ai rencontré Maurice Lénard. C'est un homme qui m'a beaucoup nourri dans ses écrits, donc je ne l'ai pas connu directement, mais j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'il a écrit, notamment sur la correspondance entre Maurice Lénard et ses parents lorsqu'il était missionnaire. D'une certaine manière, je n'ai pas de rapport affectif à lui, mais je préfère travailler sur un homme que je n'ai pas connu, de manière à avoir une certaine distance critique, puisque je suis universitaire, mais je travaille sur des archives, sur ses écrits. Alors je vais évoquer ce soir cet homme que certains d'entre vous connaissent, peut-être sans doute, certains le connaissent bien, d'autres le connaissent un peu, puis d'autres sans doute ne le connaissent pas du tout, si ce n'est de nom. C'est toujours difficile de s'adresser à un public dont certains connaissent bien le sujet et d'autres pas du tout. Je vais essayer de ne pas ennuyer les premiers et puis de ne pas passer trop au-dessus de la tête des derniers. Maurice Lénard, d'où vient-il? Quelle est son origine? Quelles sont ses racines en quelque sorte? Il est né en 1878 dans une famille protestante d'origine lointaine suédoise, d'origine plus proche alsacienne, mais qui déjà depuis le XVIIIe siècle s'était installé dans le sud-ouest de la France, et lui-même naît
à Montauban. Montauban, c'est dans le sud-ouest de la France. Pourquoi Montauban? Eh bien parce que, et ce que je vais raconter maintenant est très important pour la suite, pour bien comprendre son itinéraire et ses engagements. Il est né alors que son père venait d'être nommé à la faculté de théologie de Montauban. Il y avait une faculté de théologie protestante à Montauban qui ensuite a été transférée en 1920 à Montpellier. Et le père de Maurice Lénard, Franz Lénard, était à la fois géologue et théologien. Et il hésitait un peu entre ces deux vocations, pasteur ou géologue, et finalement il a réussi à combiner les deux puisqu'il a été nommé comme professeur de sciences et d'histoire des sciences à la faculté de théologie où on formait les futurs pasteurs. Et c'est très important parce que c'est un scientifique qu'on a nommé pour former des pasteurs. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, dans les années 1870-1880, où dans le protestantisme français, on s'interroge sur les progrès des sciences et comment dialoguer entre théologie et science, entre foi et raison. Il y a toutes ces découvertes scientifiques qui marquent l'opinion, le darwinisme par exemple, l'évolutionnisme, et comment aborder cela en tant que chrétien. Et les responsables de la faculté de théologie avaient trouvé judicieux de nommer un théologien scientifique pour cela, pour initier les futurs pasteurs à la démarche rigoureuse de la science. Franz Lénard disait à ses élèves « Les faits sont une parole de Dieu. Donc observez les faits, soyez rigoureux dans votre analyse. » Je dis cela parce que Maurice Lénard va recevoir, bien entendu, de son père cet héritage de rigueur scientifique. Et lorsque, en 1902, il part en Nouvelle-Calédonie, son père lui écrit une lettre en lui disant « Bien sûr, tu pars comme missionnaire, donc tu vas proclamer l'Évangile, tu vas annoncer la bonne nouvelle, mais ne parle pas trop vite, écoute d'abord et observe. Écoute d'abord et observe. » Et cet engagement, cet encouragement du père de Maurice Lénard à son fils va être très important parce que Maurice Lénard va commencer par écouter, commencer par recevoir avant de pouvoir proclamer et d'annoncer la bonne nouvelle. J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous voyez, cela vient de son père et c'est fondamental pour comprendre à la suite de l'évolution, l'itinéraire de Maurice Lénard. Alors je reviens à son enfance. Maurice, le petit Maurice est un élève. C'est pas un élève très brillant. C'est même parfois un élève assez indiscipliné, au point que l'un de ses professeurs lui dit un jour « Mais Maurice, si tu continues à te comporter comme ça, mais tu vas finir en Nouvelle-Calédonie. » Il voulait parler du bagne, évidemment, mais il ne croyait pas si bien dire, vous voyez. Donc c'était un élève, c'est une forte tête, c'était un élève turbulent, et d'ailleurs il est resté toute sa vie une forte tête, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et puis c'était pas un bon élève, c'était même, il a réussi son bac la 3e reprise. Alors j'ai dit cela parce qu'il y a peut-être sans doute parmi nous, soit des collégiens, des lycéens, ou des parents de collégiens et de lycéens, vous voyez, un cancre qui finit professeur à la Sorbonne, tous les espoirs sont permis. Hein. Donc Maurice Lénard, c'était effectivement un cancre qui va finir professeur à la Sorbonne. Il réussit finalement son bachot après 3 tentatives et il commence des études de théologie. Pourquoi de théologie? Parce qu'il a reçu une vocation, mais pas une vocation au ministère pastoral, mais une vocation au ministère de missionnaire. Pour lui, ce n'est pas la même chose. Il ne s'en sent pas du tout appelé à être le pasteur d'une paroisse française. Il a d'ailleurs des mots assez sévères sur ces églises vieillissantes, sclérosées, qui ont déjà 400 ans depuis la Réforme et qui sont un petit peu moribondes. Il dit ça à la fin du XIXe siècle. Par contre, il est appelé à fonder une nouvelle église, à partir outre-mer et à vivre avec des populations qui découvrent l'Évangile. Donc il est appelé à être missionnaire et il va donc s'engager, après ses études de théologie, auprès de la Société des missions évangéliques de Paris, pour partir. Vous savez sans doute, mais je le rappelle quand même, quel est le contexte
de ces années 1900, 1901, 1902 en Nouvelle-Calédonie. Et pourquoi va-t-il partir en Nouvelle-Calédonie? Comment s'est faite l'évangélisation du Pacifique? Je le rappelle rapidement, l'évangélisation protestante a commencé avec des missionnaires britanniques qui sont arrivés à Tahiti à la toute fin du XVIIIe siècle et qui, au lieu d'aller eux-mêmes en tant que missionnaires anglais d'île en île, ils forment des pasteurs, ils forment des évangélistes tahitiens et ils les envoient, eux, ces évangélistes océaniens, d'est en ouest, et tout le Pacifique va être évangélisé ainsi, d'île en île, par des océaniens. Les Tahitiens vont évangéliser les Tongiens vont évangéliser les Rarotongiens, etc., jusqu'aux îles Loyauté. Et donc, le Pacifique va être évangélisé par des gens du Pacifique. Les missionnaires britanniques n'arrivent que des années après que l'évangélisation soit déjà largement faite. Jusqu'aux îles Loyauté. Et puis là, ils sont bloqués parce que la Grande Terre est un monopole de la mission catholique. Les protestants ne peuvent pas venir évangéliser la Grande Terre parce que c'est l'apanage de la mission mariste. Jusqu'à ce que le gouverneur Fayet, 1896, qui était un anticlérical, donc surtout anti-catholique, pour faire pièce à la mission catholique, c'est l'ironie de l'histoire, eh bien, ouvre la Grande Terre au protestantisme. Donc, dans un premier temps, ce sont des natas, donc des évangélistes des îles Loyauté, qui vont venir sur la Grande Terre, mais qui vont être en but à toutes les vexations, l'arbitraire, des emprisonnements, même des assassinats. Et ils ne peuvent pas faire leur travail, même s'il y a déjà des conversions, notamment dans la région de Wailu, mais ils ne peuvent pas faire leur travail, donc ils se tournent vers le missionnaire qui est à Maré, Philadelphe de l'Or, pour qu'il relaye leur appel vers la Société des Missions de Paris. Envoyez-nous un missionnaire. Envoyez-nous un missionnaire parce que lui, on le respectera et par la force des choses, nous, on nous respectera aussi. Maurice Lénard lit cet appel dans le journal des missions, le journal de la Société des Missions, et il reçoit cet appel pour lui, il pose sa candidature qui est retenue, et donc c'est vers la Nouvelle-Calédonie qu'il va partir. Dans quel état d'esprit part-il en 1902 ? La meilleure façon de le savoir, c'est de lire sa thèse de théologie qu'il soutient quelques semaines avant son départ. Très intéressante, elle a été publiée depuis. Elle concerne un mouvement dans le sud de l'Afrique qu'on appelle le mouvement éthiopien, qui est un mouvement de scission d'églises qui veulent être des églises autochtones et qui se séparent de la mission anglaise, parce qu'elles se considèrent maltraitées par les missionnaires. Donc des églises autochtones qui se constituent spontanément dans ces années 1880-1890. Maurice Lénard étudie le phénomène, il analyse les causes de ce schisme et avec beaucoup de courage, et c'est le premier à le faire, les conclusions de sa thèse sont bienveillantes et même favorables aux églises autochtones, parce qu'il pointe les abus des missionnaires. Les missionnaires sont autoritaires, au mieux paternalistes, et ils ne délèguent pas leurs responsabilités aux autochtones. C'est pourquoi les autochtones prennent leur autonomie. Vous voyez dans quel état d'esprit Maurice Lénard part en Nouvelle-Calédonie. Il a déjà en tête l'idée que la mission ne doit pas être une mission autoritaire, pas même paternaliste, mais qu'elle doit être une mission qui donne des responsabilités aux autochtones dès que possible, en formant des pasteurs dès que possible, pour qu'un jour, peut-être pas à court terme, mais au moins à moyen terme, eh bien, une église indigène puisse prendre son autonomie. En communion, bien sûr, en partenariat avec les églises d'Europe, mais déjà, 1902, c'est extrêmement tôt par rapport à tous les autres missionnaires qui sont envoyés en Afrique ou dans le Pacifique. C'est extrêmement tôt. Il voit déjà cette perspective d'une mission qui délègue, dès que possible,
les responsabilités aux cadres ecclésiaux, religieux, locaux. C'est dans cet état d'esprit qu'il prend le bateau à Marseille au mois d'octobre 1902. Il arrive, il vient de se marier, je précise qu'il est maintenant marié, ils auront 5 enfants qui vont tous naître en Nouvelle-Calédonie, les 3 premiers vont même naître ici à Doneva, dont Raymond que j'évoquais tout à l'heure, qui va naître en 1903 et qui va grandir ici à Doneva. Et avec son épouse, donc, Maurice et Jeanne Lénard, arrivent à Nouméa en novembre 1902. Et là, c'est un peu la douche froide, parce que le maire de Nouméa les accueille d'une manière un peu étrange. C'est Charles Loupias, le maire de Nouméa, qui dit à Maurice Lénard, « Mais, monsieur le missionnaire, mais que venez-vous faire ici? Dans 10 ans, il n'y a plus un seul Kanak sur la Grande Terre. » Pourquoi dit-il cela? Il faut se rappeler le contexte, encore une fois. 1902, nous sommes après 50 ans de présence française, et du point de vue démographique, si on observe les courbes démographiques, un effondrement de la population locale. Je précise de la Grande Terre. Les îles Loyauté n'ont pas été affectées par un effondrement démographique pour des raisons, il serait un peu long de préciser ici, mais la Grande Terre connaît un effondrement. C'est difficile de savoir combien il y avait de Kanaks sur la Grande Terre en 1850, mais les estimations, parce qu'il n'y a pas de recensement, mais les estimations disent au plus bas, le bas de la fourchette c'est 50 000, le haut de la fourchette c'est 100 000, certains parlent même de plus que 100 000. Ce qui est clair, c'est qu'en 1902, là il y a des recensements, il y en a 10 000. Ça veut dire que 90%, au moins 80%, 90% si c'est 100 000, 80% si c'est 50 000, de la population a disparu. Pourquoi? Parce que, suite notamment à la révolte de 1878, qui est le début de l'effondrement complet de la population au niveau démographique, eh bien, les Kanaks, confinés dans des réserves, ne font plus d'enfants. Il y a des maladies qui les emportent par centaines et par milliers, des maladies inconnues jusqu'ici, et les Kanaks n'ont plus d'avenir, n'ont plus de perspective. Leurs ancêtres s'avèrent inefficaces face au rouleau compresseur de la colonisation de peuplement, et ainsi, la population disparaît. On a même des cas de pendaison collective de tribus entières de désespoir. Les Kanaks se noient dans l'alcool. Alors l'alcool ne tue pas directement, mais ceux qui se saoulent vont dormir ensuite dehors, et puis au petit matin, la rosée va leur communiquer des pneumonies. On a des sortes d'épidémies de pneumonie, et donc des régions entières vont se vider de la population autochtone. Il faut se rappeler ce contexte, parce que c'est dans ce contexte que Maurice Lénard arrive. Et ce qui est absolument troublant et énigmatique, c'est que la reprise démographique de la population kanak de Grande Terre correspond exactement à la présence de Maurice Lénard. 1902, l'effondrement s'arrête. Alors il y a un palier qui dure un certain nombre d'années, et puis il y a une reprise lente, mais de plus en plus sûre, et puis dans les années 20, les années 30, la reprise se confirme, et après-guerre encore plus. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, au dernier recensement, 2014, les Kanaks sont 106 000, à peu près 106 000, c'est-à-dire le même chiffre qu'au moment de la prise de possession par la France. C'est-à-dire que la population kanak a retrouvé à peu près le chiffre de 1850. Alors, quel est le rapport entre cet enrayement de la disparition? Parce qu'il y a des tas d'îles où, dans le Pacifique notamment et ailleurs, où la population autochtone a totalement disparu. Je prends l'exemple de la Tasmanie. Il n'y a plus un seul autochtone tasmanien déjà depuis les années 1870. Quel est le rapport entre l'enrayement de cette disparition
la reprise démographique et la présence de Maurice Lénard. Je vais essayer de montrer, je le fais plus longuement dans le livre, qu'il y a un rapport. Je ne dis pas que tout est lié à ça, mais il y a un rapport. Alors Maurice Lénard arrive, il reçoit cette nouvelle, voilà, ça ne sert à rien de venir, puisque de toute façon la population est en train de s'éteindre. Et il va assez rapidement quitter Nouméa pour venir ici même, à Wailou, où il est accueilli par les premiers convertis, d'abord à la tribu de Néwéo, c'est la première tribu qu'il accueille, et il écrit à son père avec beaucoup d'émotion comment il est accueilli, puisqu'il y a là des premiers protestants de la Grande Terre qui chantent à tue-tête pendant des heures et des heures, tellement ils sont heureux de le recevoir. Je précise qu'il n'est même pas allé au village de Wailou, il a tout de suite été à Néwéo, et ensuite il est emmené à cheval vers la tribu de Ni, donc il passe le col des Roussettes, passe de l'autre côté de la chaîne, et la tribu de Ni, il y a une conférence de tous les natas, il y a une trentaine de natas à ce moment-là, sur la Grande Terre, qui se rassemblent pour accueillir le missionnaire qui vient d'arriver. Et enfin, après quelques jours à la tribu de Ni, il repasse la chaîne pour aller dans la tribu de Gondé, qui sera donc la troisième tribu qu'il va visiter. Et il raconte cela à son père, notamment à ses parents, que entre Néwéo, Ni et Gondé, il voit trois réalités très différentes et que les Kanaks qui l'accueillent lui apprennent à lire le paysage. Lire le paysage, voir où sont les anciens tertres, notamment à Ni, qui est une tribu qui a été bouleversée du point de vue foncier, qui a été complètement déstructurée. On lui montre où étaient les anciens habitats et on lui apprend à décrypter, à déchiffrer dans le paysage ce qui relève de la tradition, ce qui relève de la culture ancestrale. Et il met en acte ce que son père lui a transmis, écoute d'abord et observe, avant de prendre la parole, avant de parler trop vite. Vous voyez comment il va ainsi s'immerger dans une culture, dans une langue, puisqu'il va assez vite apprendre la langue indienne. Il va tellement bien l'apprendre, pendant toutes ces années, il va rester presque un quart de siècle en Nouvelle-Calédonie. Et son fils, Raymond Lénard, va aussi l'apprendre, puisqu'il va naître ici en 1903, que après son retour en France, dans les années 20, les années 30, eh bien, il parlera indien à la maison, en plein Paris, avec sa femme et ses enfants. Incroyable. À table, il parlait indien. Au 59, rue Claude Bernard, au milieu de Paris. Donc ça va être un moment d'immersion linguistique et culturelle. Alors bien sûr, il est missionnaire, donc il va aussi annoncer l'Évangile. Mais comment va-t-il l'annoncer? En prenant en compte la culture. C'est-à-dire en faisant d'abord l'effort que tous les missionnaires protestants font, traduire la Bible. Ce n'est pas Maurice Lénard qui a inventé cela, ça c'est la constante depuis la Réforme du XVIe siècle. Luther, le premier, a insisté sur l'importance de pouvoir lire la Bible, que tout le monde puisse lire la Bible, c'est pourquoi il l'a traduit en allemand, alors qu'elle n'était qu'en latin et était inaccessible au peuple. Eh bien, Maurice Lénard va faire le même geste, il va traduire la Bible. Et traduire la Bible dans une langue qui n'est pas la vôtre, ce n'est pas la même chose que pour Luther qui l'a traduit dans sa langue. Comment va-t-il traduire la Bible en indien, enfin le Nouveau Testament en indien? Eh bien, en se mettant à l'école de ses élèves. Et c'est ça qui est très important, c'est que Maurice Lénard se met à l'école de ses élèves. Il est évidemment l'enseignant ici. Il va fonder donc la station missionnaire de Doneva en 1903. À l'époque, c'était une petite station, il y avait 20 hectares. C'est en 1919 qu'elle va être portée à 500 hectares, et avec des terres arables, mais à l'époque, c'était tout petit. Et dans cette première station qui lui est donnée, qui lui est cédée par l'héritière d'un colon de Wailou, eh bien, à Doneva, il va créer une école pour les futurs pasteurs,
Mais cette école, c'était une école où il enseigne tout en étant enseigné, puisqu'il se met à apprendre la langue. Et donc, il apprend la langue et il traduit avec ses élèves. De la manière suivante, chaque dimanche, il y avait le matin le culte, au cours duquel il prêchait en français, et l'après-midi, il y avait ce qu'il appelait le culte des ardoises, c'est-à-dire que chacun de ses élèves, des futurs pasteurs, venait, parlait de la prédication et essayait de trouver les équivalents dans leur langue pour tel ou tel concept. Et ils confrontaient, ils écrivaient ça chacun sur une ardoise, et ils confrontaient leurs ardoises pour voir quel est le meilleur terme qui pourrait traduire tel ou tel mot de la Bible. Et c'est ainsi que la Bible va être traduite c'est une entreprise collective, c'est une entreprise de l'ensemble des élèves autour de Maurice Lénard. Donc ça, c'est la priorité, c'est de traduire la Bible, et puis l'autre priorité, c'est de former des pasteurs. Et encore une fois, il va appliquer ce qu'il avait déjà dit dans sa thèse, former des pasteurs pour qu'ils puissent prendre des responsabilités le plus vite possible. Et donc, il les forme ici à Doneva, il les envoie dans les différentes tribus passées au protestantisme, et à partir de Doneva, il va les visiter à cheval ou en chaloupe, il va faire le tour de la Grande Terre très régulièrement pour les visiter, pour les encourager, mais il va rester ici, à partir de Doneva, seul missionnaire pendant toute cette période, en donnant des responsabilités à ceux qu'il a formés. Son premier séjour s'étend de 1902 à 1909. C'est en quelque sorte les temps héroïques, c'est la fondation de la mission et les premières épreuves aussi qui surgissent, mais le deuxième séjour, 1910-1920, va être beaucoup plus difficile. Donc il rentre en France pendant une année de congé, 1909-1910, et puis le deuxième séjour, 1910-1920, 10 ans, pendant lesquels il va rencontrer un grand nombre de difficultés. Pourquoi ? Pendant le premier séjour, il était le seul missionnaire sur la Grande Terre. Il y avait des missionnaires aux îles Loyauté, dans chacune des 3 îles. Il était, avec son épouse, le seul missionnaire pour l'ensemble de la Grande Terre. Et au deuxième séjour, il va être le seul missionnaire pour l'ensemble de l'archipel. Pourquoi ? Eh bien parce que la guerre de 14 éclatant, les autres missionnaires, on vient de lui envoyer une aide à Doneva, mais tout de suite, ce jeune missionnaire, Paul Lafay, va être réquisitionné pour la guerre, et ainsi que les autres missionnaires, les missionnaires des îles Loyauté, parce qu'ils sont plus jeunes, alors que lui est déjà chargé de famille, et il a déjà 36 ans, en 1914. Et ainsi, il va se retrouver seul missionnaire protestant pour la Grande Terre et les îles Loyauté, ce qui est évidemment un travail énorme. Il sillonne la Grande Terre, mais maintenant il va aussi aux îles. La guerre de 14 est une épreuve évidemment mondiale, mais pour Maurice Lénard, il s'agit aussi de voir, à partir de 1914, une campagne de recrutement de tirailleurs qui se fait dans un premier temps sur la base du volontariat, et Maurice Lénard encourage les protestants, les Kanaks protestants, à s'engager. Parce qu'il considère que si les Kanaks vont verser leur sang pour la mère patrie, eh bien, ils seront mieux considérés et ils auront davantage de droits après la guerre. Mais la deuxième campagne de recrutement en 1917 est beaucoup plus brutale. Elle n'est plus sur la base du volontariat, elle est beaucoup plus autoritaire, ce qui déclenche, comme vous le savez sans doute, la révolte de 1917 dans le nord de la Grande Terre. Et là, Maurice Lénard est évidemment pris à partie parce qu'il voit des tribus protestantes qui sont tentées de basculer dans la révolte. Il a tout son réseau de pasteurs, de diacres aussi, qu'il connaît bien, et donc il va passer tout le temps de la révolte à sillonner l'espace de la révolte. Il ne va pas rester tranquillement à Doneva, il va aller là où la révolte gronde.
Il va essayer de convaincre les protestants de ne pas basculer dans la révolte parce qu'il voit bien que cette révolte est sans issue et qu'elle ne sera que le prétexte de nouvelles spoliations foncières. Il voit aussi des colons qu'il encourage à rester calme, mais sa vie est en danger. Maurice Lénard écrit à sa femme qui reste ici à Doneva des lettres, il écrit en indien d'ailleurs, pour éviter qu'au cas où les lettres soient découvertes, on puisse les lire. Il lui écrit en lui disant quels sont les mots qu'il faudra dire aux enfants en cas de disparition. Donc il sait que sa vie est menacée. La révolte, comme on le sait, va être écrasée. En 1919, il y aura le procès des rebelles, et Maurice Lénard jouera un rôle très important au cours de ce procès, parce qu'il constate que l'enquête est très mal faite et qu'on met en prison des innocents, et donc il va réussir par sa connaissance, parce que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il est là, sa connaissance de la culture traditionnelle, de la culture kanak, il va réussir à faire la preuve en plein tribunal, au moment du procès, de l'innocence de ceux que l'on avait jetés en prison. Et ainsi, il va contribuer à faire la vérité sur la révolte de 1917. Mais vous voyez, on est déjà en 1919. Après toutes ces épreuves, Maurice Lénard a droit de nouveau à un repos. Il part en France en 1920. Il ne reviendra en Nouvelle-Calédonie qu'en 1923, et pour un court séjour, son troisième séjour missionnaire, 1923-1926. 1923, parce qu'en fait, il quitte la France en 1921, mais il va mettre 1 an et demi à faire le voyage, puisqu'il va s'arrêter en Afrique. Il va faire le tour de tous les champs de mission francophones d'Afrique pendant 1 an et demi. Donc il va aller au Gabon, il va aller à Madagascar, il va aller au Lesotho, etc. Il est envoyé par la Société des missions pour faire en quelque sorte un rapport sur toutes ces missions. Et partout, son rapport est toujours en fonction de ses convictions, c'est-à-dire qu'il y a des missionnaires qui sont autoritaires et il les met en cause. Il y a des missionnaires qui ne délèguent pas, qui sont paternalistes, et puis, au contraire, il encourage dans son rapport les missions où les autochtones peuvent être pris en compte, peuvent être considérés dans leur dignité. Il arrive donc en Nouvelle-Calédonie en 1923. Son séjour va être là aussi difficile, mais pour d'autres raisons. C'est qu'entre-temps, il y a d'autres missionnaires qui sont envoyés sur la Grande Terre et aux îles Loyauté et qui n'ont pas du tout les mêmes options que lui. Et donc, il va y avoir des dissensions avec d'autres missionnaires. Lui garde toujours cette optique, cette option de donner des responsabilités à la population locale, au cadre religieux, dès que possible. 1926, il rentre à Paris, définitivement pour ce qui concerne la mission. On va voir qu'il va retourner en Nouvelle-Calédonie à 2 reprises, mais avec un autre statut. Il rentre et puis il continue à s'intéresser à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et il se rend compte que les orientations de la Société des missions de Paris et de ses successeurs ici, à Doneva et aux îles, va à l'encontre de ses propres options. Donc il est assez déçu, il essaie d'intervenir en disant « mais donnez des responsabilités aux Kanaks, arrêtez d'entretenir la mission comme vous le faites », et on lui répond sèchement de ne plus s'occuper de la Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est un petit peu comme un pasteur qui change de paroisse. Souvent, quand il s'intéresse à son ancienne paroisse, on lui dit gentiment qu'il vaudrait mieux qu'il ne s'y intéresse plus. Maurice Lénard a peut-être le tort de un peu trop continuer à s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie, et donc on va lui répondre sèchement qu'il s'occupe de ses affaires. Alors, que va-t-il faire ? Que va-t-il faire ? Il espérait influer sur la politique de la mission au niveau mondial, à la Société des missions de Paris, mais il voit que ce n'est pas possible. Par conséquent, il va se tourner vers un autre chemin qui va être l'ethnologie. L'ethnologie,
parce qu'il revient de Nouvelle-Calédonie après près d'un quart de siècle d'apostolat, et il a reçu une richesse incroyable d'éléments culturels, de traditions, de généalogie. Et donc, les ethnologues français sont très intéressés par tout ce matériau qu'il rapporte. Alors, je nuance quand même ce que je viens de dire. Il serait certainement artificiel de dire qu'il y a un Maurice Lénard missionnaire de 1902 à 1926 et un Maurice Lénard ethnologue après 1926. En réalité, il a toujours été ethnologue de manière spontanée, parce que son père lui avait dit d'écouter, plutôt que de parler trop vite. Et puis, après, une fois qu'il sera ethnologue, il va rester en esprit missionnaire cependant. Il va donc il va rencontrer des ethnologues qui, curieusement, ça va peut-être vous faire sourire, mais dans ces années 20, les ethnologues français, Lucien Lévy-Bruhl, Marcel Mauss, les fondateurs de l'ethnologie française, n'ont jamais quitté leur bibliothèque bien chauffée de la Sorbonne, n'ont jamais affronté les moustiques, n'ont jamais été en Afrique ni en Océanie, et ils écrivent des théories sur les peuples lointains à partir des rapports des missionnaires ou des explorateurs ou des administrateurs coloniaux. Et puis là, avec Maurice Lénard, ils ont un missionnaire qui revient et qui a un matériau absolument considérable, très riche. Par conséquent, ils vont l'intégrer dans leur équipe, ils vont lui confier des tâches d'enseignement, et assez rapidement, il va devenir un ethnologue professionnel, c'est-à-dire qu'il va devenir professeur à la Sorbonne. On voit le cancre qui devient professeur à la Sorbonne par le biais, par le détour de ce qu'il appelait mes humanités kanak, les humanités au sens de ce que j'apprends en premier. Les humanités, c'est ma formation. Ma formation, c'était sur les sentiers kanak, disait-il, et non pas à la Sorbonne, mais il finit à la Sorbonne. Alors il va donner des cours sur la culture kanak, et surtout il va publier un certain nombre d'ouvrages, en commençant par des ouvrages qui sont des données brutes, notes d'ethnologie néo-calédonienne, documents néo-calédoniens, vocabulaire et grammaire de la langue de Wailou. Les 3 premiers livres qu'il publie dans les années 30 sont des données brutes, c'est de la description ethnographique brute. En réalité, c'est ce que ses anciens élèves, qui sont devenus pasteurs, lui ont transmis, et il le publie tel quel, sans élaboration, sans spéculation, sans théorie. Le 4e livre, Jean de la Grande Terre, peut-être l'un des plus connus, est un livre de vulgarisation pour faire 1937, pour faire connaître la richesse, la profondeur, la subtilité de la culture kanak à la population française, à ceux qui vont le lire. Il retourne en Nouvelle-Calédonie en 1938-1939, mais avec non plus un statut de missionnaire, mais un statut d'ethnologue. Et il va, pendant des mois, récolter les bases des langues kanak. Il y a à l'époque 36 langues qu'il recense, et il va faire un vocabulaire, un dictionnaire, de 1200 mots dans chacune des 36 langues, plus les éléments de la grammaire. Donc c'est un travail considérable, c'est le premier travail vraiment de linguistique, d'ethnolinguistique sur les langues kanak, avec sans doute beaucoup de défauts, un premier travail. Néanmoins, c'est sans équivalent. 1938, on n'avait pas encore un relevé de 1200 mots dans les 36 langues. Il doit revenir un peu plus tôt que prévu parce que c'est la guerre, en 1939, et il reviendra après-guerre en 1947-1948. Ça sera son 5e et dernier séjour en Nouvelle-Calédonie, et cette fois-ci, toujours comme ethnologue, mais aussi comme organisateur d'un centre de recherche à Nouméa, l'IFO, l'Institut français d'Océanie, l'ancêtre de l'Orstom, donc un centre de recherche qu'il met en place avant de rentrer en France en 1948. Il espère y retourner encore en 1953 pour les célébrations du centenaire de la présence française. Il fait partie d'ailleurs en 1953 d'un comité d'organisation de ces festivités, de cette commémoration,
mais la maladie va se déclarer, un cancer de la gorge, au cours du mois de juillet 53, donc il ne sera pas là le 24 septembre 53, et il mourra en janvier 54. Alors pour m'acheminer vers la conclusion, puisque je vois que le temps passe, je dirais deux choses. D'abord, je reviens à l'énigme de tout à l'heure. Quel est le rapport entre la reprise démographique de la population kanak de Grande Terre dans les années 1900, 1910, 1920 et la présence de Maurice Lénard? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que c'est tout à fait fortuit? Est-ce qu'il y a là une coïncidence ou est-ce qu'il y a vraiment un élément d'explication? Alors, dans le livre, je cherche différentes causes, différents facteurs, mais je crois que parmi plusieurs causes, bien sûr, il n'y a jamais un seul facteur dans un phénomène historique, mais parmi plusieurs causes, l'action et surtout l'attitude de Maurice Lénard ont été décisives. Parce que c'était un missionnaire, mais pas un missionnaire comme les autres, c'est un missionnaire qui donnait aux populations auxquelles il venait apporter l'Évangile une dignité, une reconnaissance qui a redonné du courage, qui a redonné de l'espérance aux populations kanak. Les tribus protestantes recommençaient à faire des enfants, alors que les tribus païennes n'en faisaient plus. C'est quand même étonnant de voir, quand on regarde de près ce dossier, combien on se remet à faire des enfants là où Maurice Lénard est passé. C'est étrange. Alors, bien sûr, on peut dire les populations, les tribus catholiques vont aussi faire des enfants et reprendre sur le plan démographique, se ressaisir sur le plan démographique. Mais je suis convaincu, après avoir étudié ce dossier assez longuement, que c'est en quelque sorte une rivalité salutaire entre la mission protestante et la mission catholique qui va réveiller la mission catholique. Parce que la mission catholique était léthargique, elle s'était endormie en quelque sorte, elle végétait. Et le fait que Maurice Lénard, encore une fois, grâce à un missionnaire, grâce à un gouverneur anticlérical, c'est quand même assez paradoxal, a pu entrer en Grande Terre, eh bien cette émulation va produire le même effet chez les tribus catholiques. Alors que les tribus et toutes les régions qui refuseront la conversion vont disparaître, notamment dans la révolte de 1917. Donc il y a quand même un lien. Ce lien est d'autant plus marqué, à mon sens, que Maurice Lénard n'a pas seulement annoncé l'Évangile, et donc donné une espérance à une population qui était totalement désespérée, mais il a accompagné cette annonce de l'Évangile d'une discipline de fer concernant l'alcool. Pour devenir protestant, il fallait s'engager à l'abstinence totale, pas une seule goutte d'alcool. Et ça a été décisif, cela aussi, parce que les populations qui restaient païennes voyaient les tribus passer au protestantisme, refaire des enfants, s'abstenir d'alcool et reprendre espérance dans l'avenir. Ainsi, il y a, à mon sens, un lien, une cause, parmi d'autres causes, dans la manière dont Maurice Lénard a œuvré par rapport à la reprise démographique. Et la dernière chose que je voudrais dire, d'abord une petite anecdote, avant de passer à cette conclusion. Lorsque Maurice Lénard, de retour de Nouvelle-Calédonie en 1926, est invité dans des paroisses françaises où on lui demande de raconter la mission, de manière surtout à soutenir financièrement, à obtenir des dons des protestants des paroisses françaises, alors on lui demande toujours « Combien de conversions avez-vous obtenues ?» Et les missionnaires auxquels on pose cette question, alors ils disent, voilà, 100, 200, 3000, 10 000 conversions, et ça fait rentrer de l'argent pour soutenir la mission. Mais Maurice Lénard, quand on lui pose cette question, combien de conversions, il réfléchit un moment, puis il dit, une seule, la mienne. Voilà comment il présentait
son œuvre, c'était lui qui s'était converti, beaucoup plus que ceux auxquels il avait annoncé l'Évangile. Alors évidemment, c'était moins rentable pour la mission et les gens donnaient moins quand il avait cette réponse. Mais c'était la réponse honnête d'un Maurice Lénard qui avait cependant certainement provoqué des quantités de conversions. Mais ce qui comptait pour lui, c'était la sienne, parce que c'est lui qui s'est converti en se mettant à l'école de ses élèves. Et je conclurai maintenant avec des considérations plus d'actualité. Qu'est-ce que Maurice Lénard nous dit aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je prétends pouvoir en faire un précurseur du destin commun? Il faut regarder les derniers textes de Maurice Lénard, des années 52-53, notamment la postface de la réédition de Jean de la Grande Terre en 1952, et puis un certain nombre d'autres textes, qu'il écrit alors qu'il se prépare à participer à la commémoration de la présence française. Je crois qu'il faut dissiper un malentendu au sujet de Maurice Lénard et ne pas faire de Maurice Lénard un anticolonialiste. Ce serait absurde parce que, d'abord, en 1902, il n'y a pas d'anticolonialisme en France, ça commencera dans les années 20 peut-être. Donc Maurice Lénard n'est pas un anticolonialiste, et même pas en 1953, c'est-à-dire qu'il croit à la mission civilisatrice de la France, il est tout à fait l'homme de son temps, l'homme de son époque. Et cependant, tout en étant l'homme de son temps, il est aussi un homme d'avant-garde. Parce que c'est un républicain. Pour le situer politiquement, on va dire que c'est un républicain. C'est-à-dire que c'est un homme qui est attaché aux droits de l'homme. Pour lui, les droits de l'homme, c'est une charte et qu'il lie à l'Évangile. Il considère que les droits de l'homme sont l'expression même de l'Évangile sur le plan politique. C'est une charte intangible. C'est donc un homme qui considère, un républicain qui considère que les droits de l'homme sont universels et qu'ils doivent s'appliquer même dans les colonies. Ça peut paraître naïf de croire qu'on peut appliquer les droits de l'homme dans une situation de domination coloniale, mais ça peut être aussi considéré comme une utopie, non pas une utopie au sens de quelque chose d'irréaliste, de naïf, mais une utopie au sens de ce qui n'existe pas encore, mais qui peut un jour exister. Un rêve au sens du rêve de Martin Luther King, par exemple. Et j'en veux pour preuve ce qu'il nous dit en 1952-1953. Il nous dit ceci. La population autochtone est là depuis des milliers d'années, elle a donc une légitimité. Et il montre en quoi consiste la légitimité des premiers occupants. Et puis il dit ensuite, les populations arrivées plus tardivement ont aussi une légitimité. Et il montre en quoi ils ont cette légitimité. Il y a donc deux légitimités qui sont aussi légitimes l'une que l'autre, mais différemment. C'est en cela qu'il est précurseur du destin commun, parce qu'il s'agit de trouver un moyen de vivre en bonne harmonie les uns avec les autres. Et comment faire? Eh bien, il nous dit ceci. Les Kanaks ont fait un gros effort de scolarisation, d'apprentissage du français. Ils ont fait un gros effort d'acculturation. Les populations non Kanaks, alors en 52-53, ce sont surtout des Européens, la population européenne de Nouvelle-Calédonie n'a pas fait le même effort dans l'autre sens. Et donc je l'exhorte à faire une acculturation dans l'autre sens, c'est-à-dire faire les mêmes efforts pour rejoindre les Kanaks là où les Kanaks ont fait de gros efforts. Et quelle est la meilleure façon de faire un gros effort de rencontre pour les populations européennes? Eh bien, c'est d'apprendre les langues kanaks. Il n'y a rien de tel pour rencontrer l'autre que d'apprendre sa langue. L'une des langues, on ne va peut-être pas apprendre les 36 langues, mais l'une des langues. Parce que lorsqu'on apprend la langue de l'autre, on entre dans son monde, on entre dans son univers. Et puis aussi parce que quand on apprend la langue de l'autre, on se met à son école. On devient humble, on ne peut pas le dominer, on ne peut pas se mettre au-dessus de lui de façon péremptoire en lui disant ce qu'il a à faire. Quand j'apprends la langue de quelqu'un, je suis son élève, je suis tout petit. Voilà ce qu'il exhorte en 1952-1953 les Européens de Nouvelle-Calédonie à faire. Faites le même effort que les Kanaks ont fait d'acculturation. Et donc il imagine une acculturation dans les deux sens, de manière à ce qu'on puisse se trouver
se retrouver. Il n'emploie pas le terme de destin commun, mais vous voyez qu'il est un précurseur de ce destin commun. Et je suis sûr, alors dans le livre, je reprends tout le préambule de l'accord de Nouméa, 98. Vous le connaissez bien, donc excusez-moi, le livre n'est pas écrit forcément pour vous, mais plutôt pour des métropolitains qui ne connaissent pas l'accord de Nouméa, qui vivent à Paris ou à Marseille. Et donc je leur ai mis à l'intégralité de l'accord de Nouméa, et je mets en parallèle les textes de Maurice Lénard 50 ans avant. Et on voit que l'accord de Nouméa, le préambule de l'accord de Nouméa, il est lénartien. Il est inspiré de part en part de Maurice Lénard, même s'il n'y a pas une note en bas de page qui le cite. Je trouve qu'il est vraiment présent, même si on l'a un peu oublié. Pas ici à Donéva, mais on l'a un peu oublié, Maurice Lénard. À Nouméa, il y a juste une petite rue, en plus c'est une impasse qui porte son nom, près de l'Ansvata. On l'a oublié, Maurice Lénard. En France, on ne le connaît même pas, donc j'essaye, par ce livre, de le faire connaître. Alors qu'il est présent. Il est présent dans le destin commun. Et je terminerai avec ce mot, je dirais, mais vous pourrez dans le débat évidemment me contester, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, je dirais que Maurice Lénard peut inspirer et nourrir la réflexion et les engagements de tous en Nouvelle-Calédonie, quel que soit l'engagement avec ou sans la France. Parce que c'est ça qui est paradoxal avec Maurice Lénard, et c'est ça qui est à la fois énigmatique et touchant, c'est qu'on peut très bien être indépendantiste, anti-indépendantiste ou non-indépendantiste et se nourrir de Maurice Lénard. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a dans l'œuvre de Maurice Lénard de quoi nourrir des engagements avec ou sans la France, mais pour une rencontre de tous dans la reconnaissance, l'humilité et le partage. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette conférence sur Lénard qui suscite beaucoup de questions. Lorsque vous dites qu'il a eu une approche très humble d'écoute et de partage en fin de compte avec ses élèves, comment pratiquement sur Donéva il a œuvré pour mettre en place cette pédagogie? Je pense qu'elle est aussi importante parce qu'aujourd'hui Donéva reste un établissement, un collège, un lycée, une école primaire. Donc, est-ce que vous avez des exemples comme ça de pédagogie qu'il appliquait durant cette période sur Donéva? Alors, l'exemple que j'ai donné du culte des ardoises, par exemple, tout à l'heure, c'est quand même emblématique de sa pédagogie. C'est-à-dire que, bien sûr, il enseigne, puisque c'est lui qui prêche le dimanche matin, mais il ne se contente pas de prêcher comme on fait généralement, en général, dans toutes les églises. Le pasteur prêche et puis c'est encore une sorte de one-man show. Le pasteur, il est seul et puis après, chacun repart chez lui. Alors, on peut méditer la prédication, mais n'a pas forcément l'occasion de partager ce qui a été reçu. Alors que lui, non seulement occasionnait l'après-midi ce partage, donc il rassemblait ses élèves futurs pasteurs, pour qu'on puisse échanger, puisque eux vont être amenés à prêcher ensuite. Donc il les rassemble et ainsi on partage autour de ce qui a été transmis. Mais il profitait de cette occasion pour essayer d'avancer dans la traduction du Nouveau Testament, et en cela, il les mettait en responsabilité en leur proposant que chacun propose une traduction pour tel ou tel concept. Ce n'est pas évident de traduire en indien ou dans une autre langue kanak, je ne sais pas, la rédemption, ou, la propitiation, voilà, des termes qui sont théologiques et abstraits. Et chaque fois, il le raconte, et chaque fois il avait ainsi des retours qui étaient des propositions de traduction avec des termes très concrets. Or, il se souvenait, puisqu'il était théologien, qu'en hébreu, chaque mot est à la fois très concret et très abstrait. Je vous donne juste un exemple. En hébreu, le mot qu'on traduit par espérance, un terme théologique, eh bien, il signifie une corde. Une corde, donc un terme concret,
une corde tendue entre aujourd'hui et demain. C'est ça l'espérance en hébreu. Et c'est ainsi cette sensibilité en tant que théologien, en tant que missionnaire, cette sensibilité à l'ambivalence de ce qui est concret, de ce qui est abstrait, notamment dans les langues bibliques, qui va l'inciter à proposer à ses étudiants de trouver des mots très concrets pour désigner des concepts abstraits, des concepts théologiques. Ainsi, il responsabilise ses étudiants. Il les met au travail. C'est eux qui vont traduire la Bible. Ainsi, cette pédagogie est une pédagogie à la fois responsabilisante et libératrice. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. Bon, je vais prendre des exemples, mais il y a eu aux îles Loyauté quelques traductions qui ont été en quelque sorte forcées par les missionnaires et qui se sont révélées être des fiascos parce que les missionnaires étaient trop intrusifs, parfois. Alors que Maurice Lénard se mettait vraiment humblement à l'école. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Il se mettait à l'école de ses élèves, et cette pédagogie interactive, on pourrait dire, il y en a un qui enseigne des choses qu'il sait, mais les autres enseignent aussi des choses qu'ils savent. Cette interactivité, cette pédagogie de la rencontre, en quelque sorte, eh bien, c'était pour lui au cœur même de sa manière d'enseigner et de sa manière même d'annoncer l'Évangile. J'ai une deuxième question parce qu'il y a eu plusieurs reportages, notamment sur l'école privée, l'école confessionnelle à l'époque, où l'on a beaucoup mis en avant l'aspect discipline et l'aspect très autoritaire de la gestion éducative des écoles. Et je pense que je n'ai pas assez de recul ni de connaissances pour évaluer cela. Mais est-ce que vous avez des écrits où il y a des visions sur la gestion disciplinaire, la gestion éducative de ces établissements ou de cet établissement de Doneva à l'époque, notamment par rapport aux brimades que l'on a considérées comme des violences scolaires? Voilà, je pense que c'est aussi un débat d'actualité. Je pense que c'est aussi quelque part le précurseur du destin commun, parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, notamment sur la discipline et l'éducation qui est à apporter à nos enfants de ce pays. Merci. Alors, effectivement, c'était le contexte de Doneva était celui-ci, celui d'une école où une discipline de fer, on pourrait dire, régnait. Alors j'ai donné l'exemple de l'alcool, c'est un exemple qu'on peut mettre en avant parce que c'était une discipline absolument incontournable pour lui, pas une seule goutte d'alcool, donc pas une seule goutte d'alcool rentrée à Doneva, mais ensuite pas une seule goutte d'alcool non plus pour tous ceux qui se convertissaient, pas seulement pour les pasteurs, mais pour tous les ecclésiens, pour tous les membres d'église. Donc ça, c'est un aspect qui lui tenait à cœur. Alors après, il y a eu aussi tout un héritage des missions britanniques aux îles Loyauté que les Nata, donc les évangélistes loyalciens, avaient déjà appliqué en évangélisant la Grande Terre. Et vous le savez peut-être, les missions britanniques aux îles Loyauté avaient une discipline de fer pour tous les manquements, pour toutes les fautes qui étaient donc sanctionnées de manière, on pourrait dire aujourd'hui, brutale. Et cela a été aussi appliqué ici à Doneva, déjà, en Grande Terre, déjà avant l'arrivée de Maurice Lénard, et Maurice Lénard n'a pas remis ça en question, il l'a aussi appliqué. Donc il y avait on pourrait dire ce carcan disciplinaire très fort. Bon, sans le juger, on peut dire de manière objective, de manière distanciée, on peut dire que c'était peut-être la condition de la survie. C'était peut-être la raison qui a permis à la mission de grandir. On peut dire ça. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à une autre période, mais voilà,
c'est une époque aussi dans les écoles françaises, hein, où il y avait et surtout dans les écoles anglaises, où il y avait des châtiments corporels et une discipline de fer, et elle a été appliquée ici à Doneva. Est-ce qu'on peut la remettre en question aujourd'hui? Je crois qu'il faut éviter les anachronismes et en même temps peut-être reconnaître que c'était la condition de l'essor de la mission. Le pasteur Lennart est resté des années ici à Doneva, donc forcément il doit connaître un peu plus les clans et les familles. Est-ce qu'il n'y a pas d'écrit sur le chemin des clans et des familles? Je pense notamment à Mboyao Lingyi et Morekao Soné. S'il y a des écrits dessus, si à travers le chemin des clans et des familles. Merci, merci pour votre question. Effectivement, Maurice Lénard a recueilli de la part d'un certain nombre de ses élèves des cahiers. Il les encourageait à écrire. Déjà au cours du deuxième séjour, hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il était missionnaire jusqu'en 26 et puis ensuite ethnologue, déjà au cours du deuxième séjour, il est tellement marqué par la richesse de la culture et en même temps il voit aussi tout ce qui est en train de disparaître, hein, de la culture ancestrale, qu'il invite plusieurs de ses élèves, et notamment les plus doués d'entre eux, à écrire des cahiers sur tout ce qu'ils savent de la culture traditionnelle. Et donc on a des descriptions de Pilou, par exemple, on a des généalogies, on a des récits, des mythes, hein, des légendes, on a des descriptions du paysage du village, hein, des différentes cases, la signification symbolique des différents éléments de la case, etc. Et tout cela, il va recevoir ces cahiers et il va les transférer sur ses propres écrits en citant bien sûr ses sources. Hein. Donc il montre tout ce qu'il doit à ses élèves. Et ces trois premiers livres, en fait, Maurice Lénard n'a fait que le mettre en forme, le réécrire, mais à partir de cette matière que ses premiers élèves lui avaient transmis. Alors, ensuite, on a tous ces cahiers n'ont pas été publiés, hein, donc il reste, je pense que c'est ça aussi votre question, hein, est-ce qu'il reste encore des données qui ne sont pas encore publiées? Très certainement, hein, il y a encore des données, des cahiers qui sont d'une grande richesse et qui restent encore à exploiter, à publier. Mais vous voyez que c'est une mine que Maurice Lénard a pu transmettre à travers ses propres écrits. Si on compare ce qu'a fait Maurice Lénard avec d'autres ethnologues, je pense en particulier à l'un des premiers ethnologues britanniques, Bronislaw Malinowski, qui était aux îles Trobriandes, donc dans la Mélanésie du Nord, près de la Nouvelle-Guinée. Il est resté aussi 4 ans, hein, enfin il est resté 4 ans aux îles Trobriandes, 1914-1918, Malinowski, parce que c'était un sujet polonais et la déclaration de guerre le fait incarcéré, il est sujet ennemi de la présence de l'Angleterre, et donc au lieu de passer 4 ans en prison, eh bien, il demande aux autorités de pouvoir faire son travail d'ethnologue. Et comme la guerre a duré 4 ans, ben, il reste 4 ans aux îles Trobriandes. Donc c'est un séjour assez long, même si c'est moins long que Maurice Lénard, mais Bronislaw Malinowski va avoir des informateurs, c'est-à-dire qu'il va aller voir les plus anciens, les aînés des îles Trobriandes, et il va leur demander de transmettre les données de la tradition ancestrale. On a donc un matériau très riche. Mais si on compare Malinowski et Maurice Lénard, on voit qu'il y a quand même une plus grande richesse dans tout ce que reçoit Maurice Lénard. Parce que
Maurice Lénard était missionnaire d'abord, et donc il a su gagner la confiance de ses élèves, surtout parce que c'était un missionnaire qui traitait d'égalité, qui était partenaire de ses élèves, qui n'était pas un missionnaire qui les regardait de haut, mais qui au contraire les accueillait avec la gratitude, la reconnaissance, la bienveillance qui était la sienne. Et ainsi, il a pu recevoir des données il a pu sauver, on peut dire, de la mémoire de données traditionnelles d'une manière beaucoup plus considérable que Malinowski à la même époque. Donc on voit ici que le statut de missionnaire a joué très favorablement en faveur de Maurice Lénard dans la récolte de ces données qu'il a pu sauver de l'oubli d'une certaine manière, hein, parce qu'il y a des traditions qui auraient sans doute été perdues s'il ne les avait pas consignées et publiées. Bonsoir. Oui, c'était juste une précision peut-être que vous pouvez nous aborder. En fait, j'ai entendu parler de la mise en place de l'Union calédonienne par Maurice Pasteur Lénard et le père Lino du Canada. Vous pouvez nous amener un peu de précision ici? Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit Maurice Lénard et le père Luneau aient mis en place l'Union calédonienne. Ce qu'ils ont mis en place, ce que les deux missions catholiques et protestantes ont mis en place, ce sont les associations, hein, Louis Callot et la ICLF, qui ensuite ont abouti à l'Union calédonienne. Alors, quand Maurice Lénard revient pour son dernier séjour en Nouvelle-Calédonie en 1947 et 48, il voit une situation qui a complètement changé. Après la guerre, hein, vous savez à quel point la guerre du Pacifique a bouleversé la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu près de 200 000 GIs en Nouvelle-Calédonie à partir de 1943, et tout cela a bouleversé le territoire. Et puis, à la sortie de la guerre, des droits sont petit à petit accordés. On s'oriente vers le suffrage universel qui sera accordé en 1951. Et Maurice Lénard ne peut que se réjouir de voir à quel point la Nouvelle-Calédonie prend un chemin qui est celui du partage. Et donc il encourage ces associations, l'association protestante, mais aussi l'association catholique, à porter les revendications de dignité des Kanaks. Donc c'est en cela qu'il a joué un rôle. Il se réjouit de ce qu'il constate, mais il est aussi actif pour encourager tous ceux qui s'orientent vers une prise en compte de la dignité des populations autochtones. Alors, on ne peut pas dire qu'il soit à l'origine de l'Union calédonienne, mais il est en quelque sorte l'un de ceux qui ont favorisé par les deux associations l'émergence de ce mouvement. Merci. Oui, bonsoir. Merci pour toutes les informations, les lumières que vous nous avez apportées. Donc, c'est vrai que l'histoire, c'est essentiel, quoi. Ça nous permet de comprendre ce qui se passe, le présent. Et j'ai retenu deux choses sur la question de la démographie. Vous avez fait un lien entre la démographie au départ et puis celle d'aujourd'hui, quoi, 100 ans après, 150 ans après. Et je voudrais connaître votre point de vue, votre analyse sur la question que vous avez parlé de suicide collectif. Ça m'a interpellé, quoi. Comment on peut faire le lien? Quel est votre point de vue là-dessus entre le suicide qui se sont passés à l'époque avec les problèmes que rencontre notre jeunesse? On a des suicides, mais on a surtout des comportements suicidaires, quoi. On a l'alcoolisme, on a tous ces méfaits qui nous touchent, quoi. La situation des Kanaks aujourd'hui, elle est grave, quoi.
c'est vrai qu'il y a de belles choses qui se font. On parle d'accords de Nouméa, on parle des réalisations, mais notre situation, elle est profondément grave, quoi. On a parlé de traumatisme, mais elle est réelle, quoi. Elle est vécue par beaucoup parmi nous. Donc, qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il y a c'est une similitude? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue là-dessus? Ça, c'est une chose. Et puis la dernière chose, c'est que c'est un point de vue. Et puis voilà, je dois le dire parce que je ne partage pas trop. Quand vous avez parlé de légitimité, quoi. C'est le discours qui est d'actualité, quoi. On parle de double légitimité, on parle de... Mais de quelle légitimité on parle? Nous, on parle de légitimité à nous, indigènes, autochtones. Il y a aussi une légitimité des victimes, ce qu'on appelle les victimes de l'histoire. Et il y a aussi d'autres légitimités. Depuis quelques années, des décennies, les gens qui disent qu'ils ont leur bien matériel, etc. ici, c'est une légitimité. Mais la tendance aujourd'hui, c'est de parler de légitimité, quoi. Mais une légitimité de quoi? Donc ça a tendance à nous ranger là où on estime qu'on n'est pas là, quoi. J'ai peut-être mal dit, mais voilà. Merci. Merci. Merci pour à la fois ces remarques et ces questions. Pour ce qui concerne les suicides et le désespoir de la population, à l'époque, ce n'était pas seulement la jeunesse, hein, c'était toute la population. On a, de la part de Maurice Lénard, des descriptions absolument dantesques, hein, dans les années 1903, 1904, 1905, lorsqu'il sillonne la Grande Terre. Il nous parle d'un peuple kanak entièrement alcoolisé. C'est impressionnant, hein, il est lui-même tellement bouleversé par ça. Il dit c'est un peuple totalement intoxiqué par l'alcool. Et donc son combat va être non seulement d'annoncer l'évangile, mais de libérer, de proposer un chemin de libération à l'égard de ce poison qui est pas seulement un poison pour le corps, mais qui est un poison même pour l'ensemble de la population. Pour lui, le combat anti-alcoolique va être décisif. Il va ainsi, non pas comme un missionnaire un petit peu désincarné, va simplement annoncer la bonne nouvelle au sens de la vie éternelle après la mort, du royaume de Dieu, mais il considère que le royaume de Dieu, il se construit ici tous les jours, hein, et que c'est d'abord, c'est très concret, le royaume de Dieu, c'est d'abord se libérer de toute l'emprise, de tous les conditionnements, à commencer par le conditionnement de l'alcool. Et donc, pour lui, en quelque sorte, le salut des âmes ne va pas sans le sauvetage des corps, hein. C'est d'abord les corps qui doivent être sortis de cet esclavage. Alors, comment est-ce qu'on peut transposer ça aujourd'hui? La situation est quand même différente. Il n'y a pas de menace de disparition d'un peuple, heureusement, mais il y a effectivement un désespoir, moi je le constate, hein, un désespoir chez beaucoup de jeunes, qui peut aller se tourner soit vers l'alcoolisme, soit même vers le suicide ou des comportements suicidaires, comme vous dites. Je n'ai pas de solution, mais je me dis simplement qu'il y a là une raison de vivre que l'on peut transmettre, une espérance que l'on peut transmettre auprès de cette jeunesse. Si cette jeunesse se tourne vers des comportements à risque, eh bien c'est peut-être parce qu'elle manque d'une raison de vivre et d'une espérance. Et là, ça peut être une espérance politique, ça peut être une espérance transmise par les églises, hein, le rôle des églises est très important, pour donner une raison de vivre, pour montrer à quel point la vie vaut la peine d'être vécue, plutôt que d'avoir des comportements, sinon de suicide, du moins de type suicidaire. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, pour la légitimité, la perspective de Maurice Lénard, c'est de dire qu'il y a deux légitimités. Elles ne sont pas symétriques, elles sont asymétriques, c'est-à-dire qu'il y a une légitimité du premier occupant et une légitimité des populations plus tardivement arrivées. Je crois
pouvoir dire que quand il dit cela, il s'adresse essentiellement aux Européens, c'est-à-dire qu'il essaie de les amener à reconnaître la première légitimité, alors que bien des Européens de Nouvelle-Calédonie la dénient à ce moment-là, hein, dans les années 50, bien des Européens considèrent qu'il n'y a que leur légitimité à eux. Et donc ces textes sont essentiellement tournés vers les Européens pour reconnaître la légitimité du premier occupant et pour leur accorder qu'il y a leur propre légitimité à eux. Là aussi, comment est-ce qu'on peut transposer ça aujourd'hui? Bon, c'est sujet de débat, hein, on n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais considérer qu'il y a plusieurs légitimités, en tout cas poser la question, y a-t-il plusieurs légitimités? Est-ce que toutes ces légitimités sont du même ordre? Est-ce qu'il y a symétrie entre les légitimités? Je pense que c'est important qu'on en débatte, et surtout vous, hein, que vous en débattiez entre vous, vous qui vivez en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que ça signifie être légitime, hein? Quel est le sens de ce mot? Qu'est-ce qui donne une raison à telle ou telle population? Est-ce que c'est une légitimité incontestable? Est-ce que c'est une légitimité qui peut se perdre? Est-ce que c'est une légitimité qui s'acquiert? Voilà, c'est tout un débat qui est déjà à l'œuvre, mais que je vous encourage à avoir pour poser la question simplement, quel est l'avenir? Qu'est-ce qu'on entend par destin commun? Bon, le terme destin commun, c'est un peu un concept valise, c'est-à-dire qu'on peut mettre plein de choses dedans. Vous le savez bien, on peut mettre différentes choses. C'est pour ça qu'il fait en grande partie consensus. Mais une fois qu'on a dit, bon voilà, destin commun, alors qu'est-ce que chacun met dedans et quelle est la légitimité que chacun donne à tel ou tel? Soit c'est un débat qu'on ne va pas clore ce soir, mais qui est à l'œuvre actuellement, et c'est important de le porter, ce débat, jusqu'au bout, hein, jusqu'à ses conséquences ultimes. C'est bon, on s'est présenté tout à l'heure. Bon, moi, c'est juste d'expliquer le travail de nos anciens qui ont accueilli Lénard ici sur Wailou. C'est parler aussi de la part de nos anciens qui avaient travaillé à réfléchir, à penser, à avoir un bon berger pour nous ici dans le pays, parce qu'à l'époque, ça a été dur pour eux. Voilà, j'ai essayé de déjà rappeler ça. Parce que dans les écrits à Lénard, bon, il y a déjà les écrits à Maurice Lénard, il y a même les écrits à M. Guillard. Il y a aussi James Clifford, voilà, qui ont quand même qui ont beaucoup écrit sur le travail à Lénard. Bon, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans tout ça, c'est de voir aussi la part de nos anciens. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, tout pays colonisé, c'était comme ça, hein, on subissait. Ici, les Nouvieux ont beaucoup souffert ici. Moi, j'ai des paroles de mes anciens qui disent comme ça, dans les querelles religieuses à l'époque, ici, le lundi, il y a le catholique qui passe, qui nous dit de rentrer chez le catholique. Le mardi, il y a le protestant qui passe, qui nous dit de rentrer chez le protestant. Et le mercredi, c'est l'autre. Le jeudi, c'est l'autre. C'est des façons de dire que, déjà à l'époque, il y avait des conflits religieux. Hein. Il y a une autre parole aussi qui vient de mes anciens. C'est une façon de dire, là où, je ne sais pas, pour d'autres pays, on dit quoi, là où les pays sont colonisés catholiques religieusement, c'est les protestants qui jouent les sauveurs. S'il y a d'autres pays qui sont sauvés, ils sont colonisés protestants, c'est les catholiques qui viennent jouer les sauveurs. C'est une façon de dire que, à l'époque ici, nous, moi si je prends comme l'analyse que mes anciens me font quand on discute ensemble, je veux remercier Lénard déjà d'être arrivé ici. Mais il n'est pas arrivé comme ça ici. Il est arrivé parce que, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vallée de Wailou. Mais ce n'est pas seulement les anciens de la vallée de Wailou. Parce que M. Delors, quand il avait fait la lettre, c'est parce qu'il y a eu des grandes discussions ici. M. Philadelphia Delors. Et nous, ils ont parlé longtemps, ils ont beaucoup réfléchi. C'est vrai qu'on a déclenché ça de Wailou, mais c'est des anciens de partout qui sont arrivés ici. Parce que quand on discute avec nos anciens, ils disent qu'ici, il y avait les familles Anouk-Pahachi, familles de Yengen, familles de partout qui sont arrivés ici pour faire une discussion, pour chercher un pasteur pour nous. Voilà. C'est comme ça que M. Delors a fait une lettre, c'est comme ça que Lénard il a reçu la lettre, et comme on dit ça, comme vous avez expliqué tout à l'heure. Et moi, je remercie beaucoup Lénard d'avoir répondu à ce travail-là. Je le remercie dans le sens où il nous a permis
de repeupler le pays. Repeupler le pays. Il nous a permis beaucoup de choses. Et je le remercie aussi dans le sens où, dans le travail ethnologue, il a compris la pensée de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères ici. Voilà. Parce que je ne sais pas pour d'autres bergers autour de nous, mais lui, il a été un grand homme pour nous. Même si, à la suite, il y a eu des hauts et des bas dans son combat pour que notre pays, pour que nous, le peuple d'origine, soyons toujours là. Voilà. Et puis, la deuxième chose que j'ai envie de rappeler aussi, quelque part par là, ici, à l'époque, l'administration, ça n'a pas été facile pour eux d'accepter ce que Léonard faisait ici. Parce qu'avec toute la richesse culturelle que nos anciens ont laissée à Léonard, il n'y a pas eu de travail pédagogique entre les écoles et voilà, pour intégrer tout ce que Léonard avait fait avec nos anciens ici dans nos écoles. Quelque part par là, pour moi, j'ai l'impression qu'on a tout fait pour ne pas transmettre les écrits à Léonard au sein de nos écoles. Voilà, merci. C'est juste pour expliquer ça. Merci. Bonsoir. Merci de retracer l'histoire, notre histoire à nous, ensemble, à travers la personne que vous avez présentée, M. Lénard, pasteur Lénard. Ce qui m'a touché, c'est que on voit un pasteur, non seulement qui amène la parole de Dieu, un évangile, mais il a amené aussi l'esprit qui va faire réveiller la conscience de nos vieux face à la colonisation. Et on voit tout à l'heure comment vous avez exposé son passé. Moi, la question qui... Peut-être que vous allez nous donner votre point de vue, c'est sur aujourd'hui, on parle de l'avenir de notre pays, on parle de l'éducation. Je ne sais pas si vous êtes informé un peu de la situation de l'alliance de l'ADEC en ce moment dans le pays, des écoles privées, des églises qui ont participé à cette, on va dire, à la construction de ce pays. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la laïcité. Après tout ce que Lénard a fait depuis son passage ici, quel est votre point de vue sur cette question par rapport à l'avenir de nos écoles, la place de nos écoles on va dire dans les années à venir, et par rapport à cette éducation chrétienne aussi, qui peut être aussi, on va dire, faire valoir aussi dans l'éducation dans ce pays. Voilà, merci. Merci. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, j'ai enseigné dans l'Alliance scolaire pendant 4 ans au lycée d'Okamo. Et donc, j'ai pas un point de vue extérieur. Hein. Je vois à quel point l'Alliance scolaire a œuvré depuis bien des décennies. Et tout ce qu'elle a pu apporter jusqu'à aujourd'hui, notamment dans la promotion des Kanaks. Ce que je retiens personnellement de mon expérience à Dokamo, c'est même si on était un lycée qui préparait au bac français, hein, au bac dont les copies étaient corrigées en métropole, on bénéficiait malgré tout d'une liberté pédagogique qui est propre à l'enseignement privé. Même si l'objectif est le même que l'enseignement public, il y a quand même des moyens, et les moyens ne doivent pas être négligés, qui sont d'une grande valeur. Donc je crois que l'enseignement privé ici en Nouvelle-Calédonie est absolument incontournable.
c'est une dimension tout à fait essentielle de la construction du pays. Comme elle l'a été jusqu'ici, elle doit continuer à l'être. Donc pour ma part, je souhaiterais continuer à soutenir cet enseignement-là, les écoles, les collèges, les lycées de l'Alliance scolaire et des autres confessions également, pour la construction du pays. Je crois que c'est l'une des dimensions. Alors, la laïcité, bien sûr, la France est un pays laïque, mais on ne le dit pas assez, il y a plusieurs laïcités. Même en France métropolitaine, je suis bien placé pour savoir qu'à Strasbourg, ce n'est pas la même laïcité qu'à Paris, puisqu'on a un statut particulier à Strasbourg. J'enseigne actuellement dans une faculté de théologie protestante qui est intégrée dans une université publique. Donc on a une laïcité avec la présence d'une faculté de théologie, donc c'est une certaine laïcité. Et si on regarde maintenant l'outre-mer français, Mayotte, la Guyane, c'est pas la même laïcité qu'à Paris non plus. Et la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, c'est aussi d'autres modèles de laïcité. Donc on peut très bien parler de laïcité, se revendiquer d'un engagement laïque, tout en donnant toute sa place à l'enseignement privé et en le soutenant. Donc ça, c'est pas du tout incompatible. Il ne faut pas opposer la laïcité à l'enseignement privé, certainement pas. Il y a un sociologue qui a récemment écrit, Jean Bobéro, et récemment écrit un livre qui s'intitule « Les 7 laïcités françaises ». Donc il y a au moins 7 modèles de laïcité qui sont à l'œuvre en France et dans l'outre-mer français. Et ces 7 laïcités, ces 7 modèles coexistent et ils sont tout aussi acceptables l'un que l'autre. Donc voilà, on peut très bien être laïque et soutenir l'enseignement privé, c'est en tout cas mon cas. Bonsoir, merci pour cette conférence et ce débat très enrichissant. J'avais une question par rapport à l'évangélisation, justement, et au fait qu'à l'arrivée des missionnaires, comme Lénard, il y avait bien sûr des peuples autochtones avec des croyances, déjà des mythes et des légendes. Je m'interroge sur comment ces peuples ont pu recevoir cette nouvel évangile, ce nouveau Dieu, ce qui paraît paradoxal par rapport au fait que, comme vous l'avez dit précédemment, Lénard s'est mise à l'école de ses élèves. Avez-vous des écrits ou comment ont-ils reçu cette information? Comment l'ont-ils prise? L'ont-ils bien prise? L'ont-ils alliée à leurs croyances? Merci pour cette question. Alors il faudrait peut-être une autre soirée pour traiter la question de l'évangélisation, comment ça s'est fait. C'est évidemment un sujet immense. Je m'appuie sur ce que Maurice Lénard disait lui-même. Il considère que lorsqu'il arrive en Nouvelle-Calédonie, il y a des croyances traditionnelles, il y a aussi une évangélisation qui a déjà commencé, y compris une évangélisation protestante sur la Grande Terre. Donc il n'arrive pas dans un terrain totalement vierge du point de vue de l'évangélisation. Mais ce qu'il constate, c'est que les croyances traditionnelles, les ancêtres, sont considérés par les Kanaks qu'il fréquente, qu'il rencontre, comme s'étant avérés inefficaces face au rouleau compresseur de la colonisation. C'est en quelque sorte cela. Je ne suis pas en train de dire ce qui est, je dis voilà comment Maurice Lénard comprend les choses. Et sans doute ce qu'on lui dit, voilà ce qu'il entend. C'est que la colonisation, avec sa brutalité, colonisation de peuplement, a provoqué des révoltes, comme on le sait, tout au long du XIXe siècle, de la seconde moitié du XIXe siècle, et que ceux qui
se révoltaient, se tournaient vers leurs ancêtres pour avoir la force, pour avoir l'inspiration, et qu'ils ont été vaincus, globalement vaincus, et que donc les ancêtres se sont avérés inefficaces. C'est comme ça qu'il explique l'évangélisation, le fait de se tourner vers ce nouveau Dieu. Alors, paradoxalement, c'est le même Dieu que ceux qui sont venus coloniser. Donc, voilà, il va falloir partager le même Dieu que les colonisateurs. Cependant, pour répondre à votre question, il ne s'agit pas de renier les croyances traditionnelles. Il s'agit d'articuler, d'agencer autrement. Et que le fait, par exemple, qu'il ait choisi dans la traduction de la Bible, encore une fois, ce n'est pas lui qui a choisi, mais il a fait choisir, il a donné le choix à ses élèves pour traduire Dieu, tout simplement. Pour la langue en indien, il a choisi avec ses élèves de traduire Dieu par Mbao, ce qui est un terme de la tradition. Donc voilà, même si on lui met un B majuscule, c'est quand même un terme de la tradition. Donc, alors que d'autres, y compris aux îles Loyauté, mais aussi chez les protestants, mais aussi, surtout dans l'évangélisation catholique, ont préféré prendre un terme grec ou un terme français pour parler de Dieu. Donc le fait qu'ils choisissent, parce qu'ils donnent le choix à ses élèves, tel ou tel terme pour traduire tel ou tel concept chrétien, eh bien, ça montre bien qu'ils respectent infiniment la tradition et qu'il ne veut pas faire table rase de la tradition pour la remplacer par une nouvelle foi totalement étrangère, totalement exogène, mais qu'au contraire, il va agencer, articuler la tradition et cette foi qui n'est pas pour lui non plus totalement étrangère, puisqu'il considère qu'elle était déjà sous-jacente dans la tradition, qu'il y a déjà dans la tradition ancestrale des prénotions, une intuition du Dieu de Jésus-Christ qu'il vient révéler. Et donc c'est une attitude missionnaire propre à Maurice Lénard qui est extrêmement respectueuse du cadre de croyance ancestrale. Et c'est ce qui probablement a donné de la dignité, a donné de la reconnaissance, a donné de la gratitude à ceux qui l'ont reçu. Ce qui n'a pas été le cas dans tous les champs de mission, loin de là. Merci. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour libérer tout le monde et pour rester dans les temps que nous nous étions impartis. Donc merci encore infiniment, Monsieur Rognon, d'être venu jusqu'à nous pour partager votre savoir, votre travail. J'espère qu'on vous reverra ici. Et on souhaite à votre livre un grand succès. Vous pouvez être sûr que le CDI de Doneva va en commander plusieurs déjà. Et merci à tous d'être venus et au plaisir de vous revoir à Doneva dès que possible. Bonne soirée.